sommes le 15 juin 2016, rue Faraday, chez Christian Bulting, poète, pour une conversation. Je dirais bis parce que c'est le premier livre fait à la main, édité sur proposition des éditions du Nadir, ce Nadir que Claude Bujon et Marie Bujon ont animé depuis fort longtemps. Bis, poème d'amour? Oui. Déjà. Oui, oui, oui. Ça formait un ensemble qui correspondait à la taille des petits bouquins qu'il publiait dans cette collection. Voilà. Claude Bujon, qui était toujours attentif à ce qui se faisait dans la région, avait lu ma revue à Contre-Silence, qui avait été fondée en 1979 avec des copains, hein, que je vais citer, mon frère Patrice Bulting, Monique Pohu et puis également Patrick Lannes. Voilà. On était 4 au départ, après les équipes ont changé. Et on avait fait une revue et on sortait un numéro tous les 2 mois. Et c'est là que Claude Bujon avait repéré mes textes. Voilà. Et il m'avait demandé quelques poèmes, manuscrits, et cet ensemble correspondait bien donc à la taille de l'ouvrage. Collection main libre. Oui. Et le nom d'une collection, c'est toujours important pour la poésie et pour un poète. Oui, et puis c'était important pour moi parce que c'était la première fois que je publiais un recueil. Et celui-là, vraiment, est le premier c'est le premier caillou de l'œuvre, on peut dire. Voilà. Premier caillou publié, en tout cas. Et ces cailloux, sont-ils blancs? Le poète serait-il un petit pousset avec le temps, avec le recul maintenant? Oui, d'une certaine manière, oui, oui. C'est une manière d'écrire et de publier. C'est une manière de tracer son chemin, oui, bien sûr. Mais j'aurais pas forcément envie de revenir au départ. Mais le chemin continue. Et ça, c'est important. Et chaque publication est vraiment un petit caillou de plus, hein, sur un chemin qu'on invente. On ne sait jamais trop dans quelle direction il va, hein, ça. Puis peut-être peut-être on publie parce qu'on a peur d'être perdu dans la vie aussi. Alors, il y a des petits cailloux qui sont là. Parenthèse, dans cette même collection, entre autres, il y avait notre ami commun, et surtout un ami à toi d'ailleurs, Gilles Pajot. Il avait édité Sèvres, Sourcier et Saurien. Oui. On pourrait en profiter pour évoquer cet ami poète dont personne ne parle finalement. Que dire, sinon qu'il a beaucoup fait pour les autres avec sa revue Info Poésie, et qu'il était un écrivain d'abord. C'est quelqu'un qui vivait pour l'écriture, ce qui n'empêchait pas d'avoir une vie professionnelle, familiale par ailleurs, mais pour qui l'écriture était au centre. Voilà. Et avec Gilles, on s'entendait bien parce que il était attentif, il était à l'écoute. C'est quelqu'un qui n'était pas dans le jugement, et puis qui faisait les choses. Gilles, il faisait pas les grands discours, hein, sur la poésie. Gilles, il faisait sa revue, il publiait dans une collection de recueils des copains, et les copains et des textes de gens qu'il ne connaissait pas, qui lui envoyaient des manuscrits. Voilà, c'était un homme que j'aimais beaucoup. Ça passait bien entre nous. On passait pas notre temps à se dire qu'on s'aimait, mais on s'aimait. Et voilà. Et c'est une amitié, c'est une chance d'avoir connu dans une vie un ami tel que lui. Voilà. Gilles a écrit d'ailleurs, publié au Des Bleus et à Contre-Silence d'ailleurs, je pense que ça va être une coédition, La place du mort. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est un livre que Gilles avait proposé au Des Bleus, et puis la publication traînait, enfin bon, ça ne se faisait pas, et je voyais que c'était important pour lui. Et donc, moi, pour accélérer cette publication, qui se serait faite sans doute, j'ai proposé une coédition des Bleus à 50-50.
Et donc, avec cet apport financier, le livre s'est fait. Et c'est très bien parce que Gilles est mort 4-5 mois après. Hein, donc il a eu la grande joie de voir ce livre publié de son vivant. Et c'était important et je suis content de l'avoir fait. Et le Dé Bleu a utilisé sa puissance de feu qui était bien supérieure à celle d'À Contre-Silence pour diffuser le bouquin. À Contre-Silence, c'est le nom de ta petite maison d'édition. Ouais. On y reviendra certainement. Mais du point de vue de ta poésie, À Contre-Silence, c'est une manière de dire, d'ouvrir la porte au bruit des mots. Tout à fait. Et tes titres de poète, c'est La brûlure d'être, Nu, Ouais. Sculpter la lumière, Ouais. À un fil par exemple, et puis j'en citerai d'autres. La joie reverdie, La saison violente, Fief et rêveur, des titres courts. Ouais. Est-ce que ça correspond à un désir de synthétiser le poème en toi? C'est-à-dire, bon, les titres courts, oui, parce qu'un titre, il doit suggérer. Et il ne doit pas être explicatif, surtout. Hein. Alors, peut-être plus récemment, j'ai des titres plus longs, mais c'est ça, il doit suggérer. Même chose pour les poèmes. J'ai écrit pendant des années des poèmes courts, essentiellement, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns qui étaient longs. Parce que l'idée, c'était de dire l'essentiel, quoi, voilà. Hein. Surtout pas tomber dans le bavardage ou le message philosophique, politique, voilà. Hein, surtout pas. Hein. Montrer des choses, pas démontrer. Montrer. Dire, vous voyez, c'est ça. Faites avec. Et puis après, quand même, au bout de quelques années, où le risque d'écrire très court, hein, c'était la page blanche, c'était le silence, je suis venu à des poèmes plus amples, plus dénoués. Et ça allait aussi avec une période de ma vie où, existentiellement, je me suis dénoué, grâce à une analyse, je peux le dire. Hein. Et donc, j'ai dit plus de choses, je me suis plus dévoilé, j'ai pris plus de risques aussi. Parce que quand on en dit plus, on prend plus de risques. Donc j'écris plus ample depuis maintenant au moins une vingtaine d'années. Hein. Ça a surtout commencé avec un bouquin qui s'appelle La joie reverdie. Et la joie reverdie, c'est ça, c'est ce dénouement existentiel. Hein, la vie revient, la vie s'exprime, et elle s'exprime plus abondamment avec plus de mots. Mais j'aime bien aussi écrire court. Alors à l'heure actuelle, c'est le contraire, j'écris plutôt long, mais quelques poèmes sont des poèmes courts. Voilà, ça s'est inversé. Et La Bartavelle, gros texte, Éco-Optique en Vendée, Oui, ont accueilli oui. cette nouvelle manière. Oui, tout à fait. Pour les 2 derniers livres de poèmes, c'est gros texte. Hein, un éditeur que je n'ai jamais rencontré, hein, qui est du côté de Gap, donc pas tout près d'ici, et il a publié en fait 4 bouquins de moi et il va en publier un 5e. Voilà. Hein. Donc c'est devenu mon éditeur en poésie, parce que je crois qu'il y a aussi des affinités au niveau de la forme et au niveau du fond. Éco-Optique en Vendée a publié ce sont des amis, Régine Albert, Lise Cassin, toute l'équipe d'Éco-Optique qui ont fait un travail formidable, qui continue de manière moins soutenue, mais qui continue quand même. Hein. Et ils ont publié un livre de poèmes en prose, ce qui est un petit peu marginal dans ce que j'écris. J'ai essayé le poème en prose, et puis je crois que ceux que j'ai publiés tiennent, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ma forme. Et que en écrivant ce livre, eh bien, j'ai eu une furieuse envie de revenir au vers. Et donc, depuis, je suis revenu au vers scandé, au vers long, au vers musical, au vers impair, souvent. J'aime bien les vers impairs. Je ne m'interdis pas l'alexandrin, mais j'aime bien le 11 ou le 13. Voilà. Hein. Parce que ça boite un peu. Et je crois que c'est Baudelaire qui disait que le vers devait toujours quelque part être maladroit. Voilà. Même si les siens sont impeccables comme ça, mais quelque part, ça doit boitiller, ça doit être un peu gauche. Voilà. Un peu seulement, évidemment.
Mais n'y aurait-il pas aussi une recherche de la musique des mots? Par Bien exemple, sûr, dans bien le sûr. vieux bluesman, je crois que c'est Jean-Claude Martin qui dit Christian Bulting, le poète Christian Bulting a inventé la poésie jazz. Oui, il est gentil, je ne sais pas si je l'ai inventé. En tout cas, je pratique une poésie plus que jazz. Certains le verront jazz, moi je le vois plutôt rock'n'roll. Voilà. Hein. C'est-à-dire que ça doit sonner. Si ça sonne pas, c'est pas la peine. Il faut que ça sonne. Voilà. Il faut que ça sonne et puis qu'il y ait du sens aussi. Hein. Alors, bon, Valérie a dit très bien ça, hein, l'équilibre entre le son et le sens. Mais pour moi, c'est important que la poésie, elle dise quelque chose. Mais en même temps qu'elle sonne. J'aime pas la poésie qui ne fait que sonner. Voilà, hein. Parce que, bon, il y a une accumulation de mots, et puis, bon, le sens se perd. Mais en même temps, il faut une poésie musicale. J'aime pas beaucoup non plus une poésie, on pourrait dire, bêtement à idée. Voilà. Plus qu'engagée, je dirais à idée, alors à idée philosophique ou politique, mais si ça sonne pas, ça fonctionne pas, quoi, ça fonctionne pas. Donc il peut y avoir une bonne poésie philosophique, une bonne poésie politique, mais il faut qu'elle sonne. Il faut qu'il y ait une musicalité, quoi, voilà. Et alors, même chose que tout à l'heure, je dirais une musicalité pas trop classique, pas trop convenue. Une musicalité un peu comme le free jazz, ou, voilà, hein, ou un rock qui se développe librement. Peux-tu évoquer Cadou et puis aussi les poètes qui t'ont fait aussi, avec qui tu réponds toujours au fond Oui. de ta poésie? Oui, oui. Ah ben, sur Cadou, il y a beaucoup de choses à dire. Je l'ai découvert en fait dans mon lycée à Saint-Nazaire. Et il y avait une étagère où il y avait des poètes d'aujourd'hui. Il y en avait une trentaine peut-être. Et je les empruntais un par un. Je les feuilletais et je les empruntais un par un. Puis il y en a que je lisais très peu et tout. Et il y en a deux qui m'avaient marqué et qui sont restés mes maîtres à l'heure actuelle, c'est Cadou et Guilvic. Voilà. Cadou, je ne sais pas, j'avais trouvé justement une musicalité et puis une certaine étrangeté quand même. Tu sais, il y avait le poème J'ai longtemps habité de vastes maisons, etc. Et donc, je ne comprenais pas tout, mais en même temps, ça me parlait et ça a été vraiment... ça a été une rencontre. Voilà, c'est une rencontre. Même chose pour Guilvic, avec un univers qui m'a parlé et qui à la fois m'était proche, mais m'était lointain. Il parlait de la Brière, il parlait de la campagne, tout ça, que c'est un univers que je ne connaissais pas. Moi, je suis un enfant des villes. Hein, j'ai été éduqué en centre-ville. Et d'ailleurs, je me retrouve très bien dans les villes, partout dans le monde. Bon. Et alors, à la fois, ça m'intéressait. Et il en parlait de telle manière que ça me parlait. Il est toujours resté avec moi. Et chez Guilvic, c'était cette découverte merveilleuse qu'avec très peu de mots, on pouvait dire beaucoup de choses. Alors j'avais été très marqué par Charnier, par exemple, qui l'a écrit, et comment on pouvait dire l'horreur du monde en très peu de mots. C'est vraiment extraordinaire. Et donc après, ce sont des poètes que j'ai toujours lus, l'un comme l'autre, et sur lesquels j'ai pu écrire aussi. Au fond, la forme, j'allais dire l'emballage, de la poésie de Guilvic, Oui. et celle de Cadou, qui a une métrique, j'allais dire, classique. Cadou utilise le décasyllabe, l'octosyllabe, le distique, les longues laisses de poèmes. En fait, les formes empruntées par ces deux poètes, on les retrouve chez toi. Ah, tout à fait. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et notamment, ce que tu dis, bon, Guilvic pour la première période, hein, les poèmes courts, hein, c'est plus, je tiens ça de lui, et pas du haïku que j'ai découvert après. Et puis, pour Cadou, eh bien, par exemple, un des poèmes que je préfère de Cadou, c'est sa lettre à Jules Supervielle, qui est un long poème. Il y a aussi Moineau de l'an 1920, mais qui sont des longs poèmes, et vraiment, ce sont parmi mes préférés chez Cadou.
Tu vois. Et puis c'est aussi cette manière que j'ai retrouvée après chez Ginsberg ou dans la Beat Generation de, de dire, par exemple, au début de la lettre à Jules Supervielle, Jules Supervielle, je devais écrire un article sur vous et finalement j'écris un poème. Un ton un naturel, quoi, un ton, comment dire, qui n'est pas celui qui a souvent la poésie un peu, qui se met, je dirais pas hautain, mais qui se met un peu en surplomb. Hein. Ce côté, je m'adresse au lecteur comme à un ami. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça chez Cadou, et je l'ai retrouvé chez Ginsberg, par exemple. Ouais. Entre la prose du roman et le vers de poésie, opposition ou complément? Non, pas opposition, complément, complément. D'ailleurs, il y a eu toute une période où un livre de poèmes était parallèle à un roman que j'écrivais. Et on y retrouvait les mêmes thèmes, mais dans une écriture différente. Alors, par exemple, en roman, de la fiction, évidemment, des personnages, des situations, et puis en poésie, quelque chose de plus direct, de plus autobiographique. Mais très longtemps, ça a été en parallèle, comme ça. Et encore à l'heure actuelle, c'est complémentaire. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai écrit en prose, ça fait des années maintenant, 3-4 ans que j'écris quasiment uniquement en prose, quelques poèmes, mais pas beaucoup, et je termine un bouquin, là, je vais le terminer cet été, et j'ai très envie de réécrire un livre de poèmes. Voilà. Parce que j'écris plus maintenant par livre. La photo sur le bureau, les anars, Madeleine au petit pavé, Oui. dernièrement un autre livre au petit véhicule, Ève, Ouais. sont des récits. Ce sont des récits. Donc, en fait, soit roman, soit récit, soit nouvelle, pour toi, c'est une manière de voyager dans ta biographie, dans tes souvenirs. Oui. Par exemple, Oui. les anars, Oui. c'est un moment de vie qui se passe à Saint-Nazaire, c'est lié à 68, c'est lié à Léo Ferré aussi. Tout à fait. Mais les anars, c'est un roman pour lequel, on pourrait dire autobiographique, pour lequel je me suis servi de ma biographie, mais qui est largement inventé, contrairement à ce qu'ont pu croire un certain nombre d'éditeurs, même de lecteurs, qui croient que ce sont mes mémoires, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai inventé beaucoup de choses. Simplement, je me suis servi d'un groupe que j'ai pu connaître, et puis il y a des chapitres qui sont vraiment très proches de l'autobiographie, comme le chapitre sur Ferré, Ferré venant à Saint-Nazaire, et une bande d'anarchistes venant l'écouter, et voilà. Mais même dans le chapitre sur Ferré, j'ai inventé un certain nombre d'attitudes du groupe. Hein. Bon. Et puis il y a des chapitres qui sont complètement inventés. Hein. De même qu'il y a des personnages que j'ai créés à partir de gens que j'ai pu connaître, mais beaucoup sont une synthèse entre 2 ou 3 personnes. Donc, pour moi, les anars, c'est vraiment, c'est pas un récit, sinon je l'aurais appelé récit. Hein. Madeleine, qui est sur ma grand-mère, ou Ève, qui est sur un autre personnage féminin, sont là vraiment proches de l'autobiographie, et j'appelle ça récit. J'appelle pas ça roman. Hein, voilà, les anars, je dirais, à 60% inventés, et à 40% autobiographiques, oui. Mais c'est un livre, les anars, que j'ai beaucoup aimé écrire, parce que comment dire, c'était stimulant, quoi. Ça m'a stimulé, et il y a différents styles, suivant les personnages, puisque chaque chapitre est raconté par un personnage différent. Alors, j'allais dire de 68, j'ai juste étudié au temps de ma jeunesse folle les grands espoirs, l'utopie concrète, jusqu'à aujourd'hui. Quelle serait la fonction du poème, du roman, ou je dirais de l'art d'écrire dans ce monde cruel? C'est une vaste question.
Première chose, je peux dire pour moi en tout cas, hein, première chose, dire les choses. Je déteste, je peux dire, les poètes ou les écrivains qui écrivent, qui publient, pour ne pas dire. C'est-à-dire, ils font semblant de dire, mais on ne dit surtout rien de compromettant, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan politique ou philosophique. C'est-à-dire, on continue à se protéger au maximum, on a une belle forme, mais tu vois, qui est comme une coquille vide. Et non. Je veux dire, si on écrit, on prend ses risques, on s'avance. Alors, il faut voir jusqu'à quelle limite. Hein. Je ne dis pas que j'ai pris tous les risques, mais j'ai essayé de dire certaines choses, parce que si tu écris, si c'est pas pour dire les choses, ben c'est pas la peine. Faut faire autre chose. Voilà. Donc, d'abord, écrire, c'est dire les choses, et pas forcément des choses plaisantes. Par exemple, moi, j'ai pu écrire des poèmes sur l'horreur du monde, et puis j'ai des copains, je pense à Jean-Noël, qui le font encore plus que moi. Je crois que ça, il faut le faire. Il faut le faire. En même temps, ne pas s'y complaire. Mais ceux qui le réussissent, comme Jean-Noël, eh bien, Jean-Noël Guénaud, eh bien, ils ne s'y complaisent pas. Ils disent l'horreur du monde. Mais il faut dire aussi la beauté du monde. La beauté des femmes, la beauté de la nature, la beauté de la musique, la beauté de la peinture. Voilà, parce que, donc pour moi quand même, hein, le poème, le roman aussi, mais d'une manière différente, ça consiste à dire la vie dans ses différentes dimensions, la beauté, l'horreur, et puis la joie et la mélancolie. Donc dire les choses. Après, quand tu as changé le monde avec des livres, surtout s'ils sont peu lus, c'est difficile. Mais le poète, l'écrivain peut apporter sa pierre, hein, pour une vie meilleure. Ouais, c'est tout. J'allais dire pour clore provisoirement cet entretien, j'avais apprécié ce livre, Un jour d'exercice sur la Terre. Oui. Et pour moi, un poète, c'est un Indien qui a le devoir de marcher sa parole. Et à la fin de ce livre, tu parles de Sitting Bull. Oui. Hein? Je crois que tu es touché par la poésie qui nous vient de l'autre côté de l'Amérique. Tout à fait. Oui. Je me suis rendu compte d'ailleurs, il n'y a pas longtemps de ça, que j'aimais beaucoup les écrivains américains. Je ne me suis jamais senti comme un spécialiste ou un amateur de littérature américaine, mais quand même, le poète préféré, je dirais le troisième de la trilogie, s'il faut en choisir trois, c'est Walt Whitman, le grand poète américain. Hein. Je lis Whitman depuis 30 ou 40 ans, c'est mon livre de chevet et tout. Je ne m'en lasse pas, quoi. C'est un poète monde, un poète univers. Les feuilles d'herbe. Voilà, les feuilles d'herbe. Et puis, en prose, par exemple, je dirais s'il faut choisir un prosateur, et pour ça, il faut écarter Proust et Claude Simon, et c'est difficile, je choisirais Raymond Carver. Voilà. Raymond Carver, dont j'ai tout lu, et dont l'art me fascine, quoi. Des mots ordinaires, pas apparemment, ordinaires, mais des situations ordinaires. 4 personnes dans une cuisine autour de 4 bières. Voilà. Et qui parlent de la vie, et c'est fabuleux. Voilà. Et ça, je trouve que cet art qui ne joue pas sur le tape à l'œil, les péripéties, voilà, qui sont des facilités pour moi, même si certains le réussissent très bien. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Eh bien, pour moi, c'est le sommet de l'art. Merci, Christian. Bon, merci. Affaire à suivre. D'accord.